Comme vous le savez, l'Afrique, c'est aussi le continent des valeurs. Alors, pour commencer cette émission, je commence avec l'aîné de mes invités. Bonsoir, Papa Thiam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, madame. Le plaisir est pour moi. Alors, cette concurrence entre les grandes puissances est-elle seulement économique? Mais vous savez, madame, dans tout fondement politique ou diplomatique, c'est toujours l'économie, c'est des intérêts économiques. La question, c'est simplement comment l'expression des intérêts économiques évolue à travers le temps. Il fut un moment où c'était carrément l'esclavage, après c'était la colonisation, après c'était la néocolonisation avec des dirigeants qui étaient à la solde de certaines puissances. Maintenant que la jeunesse africaine s'éveille de plus en plus et ne peut plus accepter que le contrôle des ressources extérieures se fasse de la manière dont ça se faisait, les dirigeants occidentaux, orientaux et de tous bords sont obligés justement maintenant, quand par exemple Janet Yellen parle de partenariat gagnant-gagnant, aujourd'hui en Afrique, est-ce que c'est possible de croire en ce partenariat gagnant-gagnant justement? C'est fort possible. Vous savez, je me suis exprimé sur cette question plusieurs fois, y compris quand Janet Yellen partait sur le Sénégal comme première étape. Et j'avais carrément dit que la jeunesse africaine aujourd'hui ne laissera plus ses dirigeants faire n'importe quel deal. Il faudra donc venir avec des discussions qui mettent au centre aussi les intérêts des Africains, notamment l'industrialisation par la transformation des ressources. Mais que le problème que nous avons, c'est que beaucoup de pays africains ne sont pas équipés pour pouvoir faire ces analyses et poser sur la table des propositions concrètes. Et j'avais dit aussi, lorsque de l'autre côté on m'avait expliqué, j'ai dit qui que ce soit russe, américain, chinois ou même maghrébin, aujourd'hui sur l'Afrique noire, si vous voulez travailler avec, il faut que vous acceptiez qu'on mette en place une infrastructure analytique qui permette de rapatrier l'initiative, la programmation et l'action. Sinon, vous allez foncer sur des éléphants blancs et ça ne servira à personne. Ma prochaine question est adressée à Gamel Abina. Gamel Abina, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Il y a quelques années, seule la traditionnelle tournée des affaires étrangères chinoises en Afrique était médiatisée. Mais cette année, elle a été particulière. Les USA, la Russie, même l'Europe avec Joseph Borrell en Afrique du Sud. Et pendant ces tournées, justement, on a vu les différents représentants des grandes puissances ne pas cacher leur intérêt vorace pour l'Afrique. Finalement, est-ce que ces sommets sont une simple formalité diplomatique ou il y a des enjeux derrière, au-delà des enjeux économiques que vient de nous expliquer Papa Thiam? J'ai envie de dire, déjà, je ne fais pas de distinction dans l'Afrique. Toute l'Afrique est impactée de la même façon avec un partenariat perdant-gagnant, gagnant pour l'Occident et perdant pour les Africains, que ce soit l'extrême nord et l'extrême sud de l'Afrique. On a tous été impactés par ces manœuvres économiques grossières. Alors effectivement, qu'est-ce qui produit ce genre de balai diplomatique accéléré? Eh bien simplement, il y a deux éléments. Traditionnellement, j'ai envie de dire depuis 20 ans, c'est la Chine qui s'inscrit de façon durable et sérieuse en Afrique avec la construction d'infrastructures lourdes, avec un véritable partenariat. Évidemment, les Chinois sont gagnants, mais en même temps, ils laissent quand même des infrastructures en place, ce que les Français, les Anglais et les Espagnols n'ont jamais fait. Et puis surtout, aujourd'hui, l'accélération de l'histoire, elle se fait depuis le 24 février. C'est-à-dire que l'Occident s'est rendu compte que lorsqu'il voulait isoler la Russie pour les sanctionner à la suite de l'invasion ukrainienne, les Africains n'ont pas parlé d'une voix, loin s'en faut. Ils ont plutôt été timorés, voire pas du tout condamné la Russie. Et on s'est rendu compte que ces 54 pays africains étaient aussi au Conseil de sécurité de l'ONU, a été actif, il y a 15 membres permanents, il y a quand même un poids qui existe et qu'ils ont bloqué les initiatives diplomatiques américaines. Donc là, il y a une course à la séduction du marché africain, du continent africain, sur le plan économique, on l'a bien compris, mais sur le plan politique aussi. Quels sont les autres terrains sur lesquels ils s'affrontent les grandes puissances en Afrique, Gamal? Alors depuis le retour, moi je disais traditionnellement qu'il y a un retour de la guerre froide qui est en train de se mettre en place avec un bloc de l'Est reconstitué, Chine, Russie et quelques alliés stratégiques comme l'Inde par exemple ou l'Iran, et de l'autre côté le bloc de l'Ouest occidental en perte de vitesse qui sont en concurrence. Alors ils sont en concurrence sur le terrain politique, sur le terrain idéologique.
c'est plus le communisme, mais tout de même, c'est les anciennes puissances coloniales face à des puissances qui ont été colonisées, comme la Chine par exemple ou la Russie un temps. Et aujourd'hui, la bataille qui se fait sur le terrain, c'est une sorte de grand bras de fer comme ça, où ils essaient de séduire à tour tel ou tel pays par rapport à un passé qui ne passe pas au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire que les anciennes puissances coloniales ont prouvé depuis 60 ou 62 ans, depuis les indépendances généralisées, que leur partenariat n'a rien donné, bien au contraire, ça a été un épuisement de l'Afrique et un non-développement organisé, alors que du côté du bloc de l'Est, il y a une volonté affichée de faire un partenariat gagnant-gagnant effectif, avec d'abord la question évidemment économique, c'est les Chinois, puis la question sécuritaire, c'est les Russes qui s'inscrivent, mais surtout une série de grands sommets internationaux qui parlent globalement aux Africains face évidemment à ces pays qui ont décidé de prendre leur part de développement de l'Afrique, de partenariat, évidemment, d'exploitation de richesses, tout en continuant à travailler en deux concerts. Donc la question qui se passe actuellement, c'est quoi? D'un côté, un Occident en perte de vitesse, mal vu depuis 60 ans, on voit le résultat de leur action, et de l'autre côté, des partenaires comme les Chinois ou les Russes qui ont dit nous ne sommes pas là pour vous donner des leçons de morale, ni des leçons de bonne gouvernance, nous sommes là pour essayer de travailler, de conserver vous, parce que nous savons ce qu'est un pays qui est colonisé. Merci Gamel. Papa Thiam, que pensez-vous des destinations choisies par les représentants des grandes puissances en ce début d'année 2023? Disons, ce sont des destinations qui, sur le plan géostratégique, ont des significations. Vous prenez par exemple en Afrique de l'Ouest, vous avez le Sénégal et le Ghana, par exemple, parce que ce sont des pays phares anglophones et francophones. Vous allez après vers le Kenya, c'est l'Est. Vous allez vers le Sud, c'est l'Afrique du Sud. Donc, il résonne encore de manière à penser à des locomotives géostratégiques. Bon, ça, c'est déjà une première erreur d'appréciation, parce que ce ne sont pas les dirigeants de ces pays qui influencent la position des populations africaines, parce qu'ils sont encore avec les vieux schémas. La deuxième chose, ils essayent de s'appuyer sur ce qu'ils appellent l'élite africaine, en organisant des sommets, en prenant des gens qui ont des noms. Mais la société africaine les voit de plus en plus comme les collabos d'un ancien système. Ce qu'ils décorent, ce qu'ils honorent, et ils pensent que ces gens-là ont une influence sur l'Afrique, ils ne l'ont pas. Donc la grande question aujourd'hui que je me pose, c'est de savoir pourquoi ils continuent à prendre les Africains pour des grands enfants en leur faisant peur, en leur disant « méfiez-vous des Russes, méfiez-vous des Chinois, méfiez-vous comme ceux qui ont été dans un pays comme le Sénégal pendant 300 ans, n'ont pas fait leur preuve sur le terrain. » C'est la raison pour laquelle il faut qu'ils apprennent à être matures, parce que nous avons besoin en Afrique de toutes les coopérations. Mais nous devons coopérer sur des agendas que nous avons bien travaillés, avec des problématiques bien claires, qui définissent le spectre et le schéma d'achèvement de nos intérêts, et qui les combinent avec leurs propres intérêts pour définir ce qu'on pourrait appeler un contenant de partenariat gagnant-gagnant. Et c'est ça qui n'est pas encore sur la place. Ils continuent encore à se promener, à nous faire des tapes dans le dos, parce qu'en réalité, ils parlent aussi à des chefs d'État qu'on n'attendait pas à pareille fête. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'ils se rendent compte que ces chefs d'État ne sont plus écoutés par le peuple. Ils ne pourraient le faire que lorsqu'ils seraient capables de leur faire des promesses auxquelles les peuples peuvent croire. Et tous ces peuples maintenant sont éduqués. Ils savent ce qu'il faut faire de leurs ressources, comment le faire et comment s'en sortir. Autrement dit, cette jeunesse africaine, ces populations tendent les bras à tout le monde. Merci, Papa Thiam. Une dernière question, elle est destinée pour vous, Gamel Abina. Très vite, est-ce que vous pouvez nous faire un quid sur la concurrence dans le domaine sécuritaire qui se joue aujourd'hui en Afrique, à la lumière des dernières évolutions, notamment au Sahel? Vous savez, c'est pas très compliqué. On a par exemple la question du Sahel avec la France qui a montré son incapacité chronique à en finir avec les groupes terroristes. 8 années avec un pays industrialisé, puissant, très renseigné, qui a été incapable d'en finir. Les Russes arrivent, calment les tensions par exemple en Centrafrique, où ça fait finir en guerre civile quand même, tout de même, et surtout calment les tensions au Mali, à telle enseigne qu'au bout de 6 mois, la question du terrorisme est quasiment réglée, et que maintenant le Burkina Faso, qui a fait le même chemin que le Mali, a décidé de prendre son destin en main et de prendre le partenaire russe comme partenaire sérieux. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a une concurrence entre d'un côté les groupes sécuritaires d'État russes, et privés parfois, c'est vrai, et de l'autre côté, l'État français qui a toujours eu, et ça vient d'être dit à l'instant, une vision un petit peu paternaliste, à prendre pratiquement ces Africains pour des enfants, alors qu'ils ont l'intelligence aujourd'hui, les Africains, puisque c'est les peuples qui parlent, de dire nous choisissons nos partenaires, nous choisissons celui qui sera le plus intéressant pour nous, car aujourd'hui, notre poids est prépondérant.
il faut jamais oublier une chose essentielle, l'Afrique, on parle souvent de l'empire du milieu chinois, qui est le plus grand empire, c'est pas vrai. Le plus grand continent sur Terre, c'est l'Afrique, les cartes sont tronquées. C'est le plus grand continent et le plus important en termes économiques, politiques, culturels, et aujourd'hui, évidemment, politique dans la mesure où la géopolitique se fait en Afrique. Alors, les questions sécuritaires sont liées à la présence des Russes d'un côté, face aux Français, Anglais, Américains, c'est à peu près la même équipe de l'autre, et les Russes ont démontré de façon très habile qu'ils sont en mesure d'équiper, de former et de laisser les forces africaines faire le travail elles-mêmes. Merci Gamal, merci Papa Thiam. Comme viennent de l'expliquer nos invités, la concurrence qui oppose les grandes puissances en Afrique n'est pas qu'économique et elle cache bien des enjeux. On passe à la deuxième partie de notre émission pour justement essayer de comprendre quels sont les enjeux qui entourent l'Afrique aujourd'hui. Papa Thiam, je commence avec vous cette deuxième partie de l'émission. À votre avis, pourquoi est-ce que l'Afrique compte de nouveau aujourd'hui ? Vous savez, madame, l'Afrique a toujours compté. C'est-à-dire, avant, on ne lui demandait pas son avis. C'est ça la question. Avant, il s'était organisé en 1944, par exemple, à créer des institutions multilatérales, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, et 3 ans après, ce qui est devenu l'Organisation mondiale du commerce, pour organiser eux-mêmes la manière dont ils peuvent accéder aux ressources que recèle le continent. Mais à ce moment, les pays du continent n'avaient rien à dire. Les pays étaient colonisés. Et lorsque ces pays sont devenus indépendants en 1960, on les a endettés de manière institutionnelle, de telle manière, à telle enseigne, que ces pays étaient obligés, même pour vivre et faire fonctionner leur administration, ils devaient demander des appuis budgétaires et l'arbitrage et l'injonction des institutions multilatérales. Et ça a donné cette situation d'ajustement structurel avec le consensus de Washington. Jusqu'à déjà en 90, il y a eu des révoltes, demandes de démocratisation. Après, on nous a trouvé des conseillers qui nous fabriquent des monarchies républicaines en truquant des constitutions pour organiser des coups d'État légalisés de manière permanente. Alors aujourd'hui, la question qui se passe maintenant, c'est que ça ne passe plus. Ça ne passe plus, donc ils sont obligés de dire on va séduire d'abord les élites, ça n'a pas marché. On va séduire la jeunesse, ça s'est retourné contre eux. Mais ils ne peuvent pas ne pas enlever leur pied du continent. Ils pensent qu'en venant parler partenariat gagnant-gagnant, on va les écouter, mais il faut qu'ils posent quelque chose sur la table. Ils nous parlent de New Deal financement. On a vu le sommet Europe-Afrique qui parlait de mettre des centaines de milliards sur la table. On n'a encore rien vu. On sait Justement, Papa Thiam, pourquoi autant de promesses sur l'Afrique et des promesses que les grandes puissances ne tiennent pas? On l'a vu avec les différentes COP, on a vu avec les sommets, on a vu avec aussi les instances internationales. Pourquoi autant de promesses? Madame, vous allez au marché avec ce que vous avez dans votre portefeuille. Pour le moment, c'est les seuls arguments qu'ils ont. Ils n'ont pas autre chose. Et pourtant, il faut qu'ils soient présents sur le terrain parce qu'ils ne veulent pas que d'autres soient présents sur le terrain. On parle, par exemple, entre Africains aujourd'hui. Je trouve que même au niveau du Maghreb, ils devraient pouvoir penser à unifier et densifier les relations avec le reste de l'Afrique subsaharienne pour pouvoir bâtir des chaînes de valeur et des chaînes d'approvisionnement qui sont, comme on appelle, continentales. Parce qu'il faut que les économies se densifient. Nous sommes dans une concurrence où c'est le premier qui vient qui s'installe. Alors, avant de commencer individuellement, comment nous allons discuter chacun de notre côté, pensons déjà à mettre en œuvre la raison pour laquelle on avait créé l'Organisation de l'Unité africaine. Et au lieu de centrer ça sur des balais diplomatiques, qu'on réunisse des experts qui nous disent comment les 54 pays africains déjà peuvent fonctionner en travaillant sur des contenus de structuration de l'économie, au lieu d'être toujours des gens qui réagissent. Aujourd'hui, on les convoque en Chine, demain, on les convoque à Washington, après, on les contacte à Paris. Et c'est ça, cette initiative que les Africains doivent reprendre. Les autres sont libres et nous les accueillons parce que nous savons que les ressources qu'il y a en Afrique appartiennent à l'universalité de ce monde. Mais en priorité aux Africains, ils peuvent les partager, mais en s'en sortant. Donc le problème qu'il y a, madame, si on veut répondre à cette question, et j'espère qu'on va nous entendre avec votre antenne, c'est de nous dire, c'est de trouver le moyen de rentabiliser leur présence en Afrique. Et la seule manière de le faire, c'est de mettre un contenu opérationnel, stratégique opérationnel, dans ce qu'ils appellent partenariat gagnant-gagnant. Parce que le mot est devenu à la mode,
Tout le monde utilise ça et personne ne veut rien dire en le disant. Merci, Papa Thiam. Je passe à vous, Gamel Labina. À la lumière de ce qui a été dit durant la première partie de notre émission, pour les grandes puissances, l'Afrique, finalement, n'est-elle pas le terrain de jeu pour exprimer leur soft power? Je ne sais pas si je veux parler de soft power, parce qu'au niveau occidental, le soft power est un peu léger. Les résultats qu'ils ont produits depuis 60 ans sont tellement nuls et non avenus, pour le coup, que je ne vois pas l'intérêt, à part la séduction par les paroles. Je vais vous donner des chiffres qui vont vous parler immédiatement. Vous allez voir un peu le côté j'ai envie de dire pratiquement insultant produit par les États-Unis lorsqu'ils proposent quelque chose à l'Afrique. Le gagnant-gagnant, c'est quoi? Ce serait 55 milliards de dollars de partenariat du continent américain, enfin des États-Unis, de la Fédération américaine, à tout un continent de 1,2 milliard de personnes, 55 milliards de dollars. Ça correspond à peu près, peu ou prou, au revenu annuel de l'Algérie en pétrole. C'est vous dire la goutte d'eau. Par contre, ils n'ont pas hésité à dépenser 1000 milliards de dollars pour détruire l'Afghanistan. Vous voyez la proportion, d'un côté 1000 milliards pour détruire et pour construire 55 milliards. C'est vous dire un peu le niveau. Ensuite, on a un autre aspect qui est quand même calamiteux pour l'Afrique, c'est le PIB. Le PIB de l'Afrique réunit tous les pays pétrolifères inclus et autres produits manufacturiers correspond à 2800 milliards de dollars. Ça correspond au PIB d'un seul pays, la France. C'est vous dire le retard accusé par l'Afrique parce que organisé évidemment par les anciennes puissances coloniales. Donc la question c'est quoi? C'est est-ce que l'Afrique est un théâtre de jeu pour l'Occident et pour le monde en général, mais surtout l'Occident? Oui. C'est un théâtre de jeu, c'était une sorte de pays qui, dans la dégradation des termes de l'échange, donnait des produits de base, tout ce qui est denrées alimentaires, pétrole, gaz, minerais, et recevait des produits transformés qui valaient 10 ou 100 fois la valeur du produit vendu. Donc ça signifie que l'Africain vendait pour 1 euro et il devait racheter pour 10 euros. Donc en termes d'échange, c'était inégalitaire. Gamel, pendant ce ballet diplomatique a été accompagné d'une part ou d'autre, par exemple Janet Yellen ou encore Joseph Borrell, et même le ministre des Affaires étrangères russe se sont accusés les uns les autres. Est-ce que finalement les grandes puissances ne veulent faire sortir l'Afrique de sa parité ou de sa parité, oui? Sa liaison avec la Russie et la Chine, par exemple. S'agissant de la Russie, s'agissant aussi du conflit en Ukraine. Est-ce que l'enjeu aujourd'hui n'est pas de faire sortir l'Afrique de son refus de prendre position à tout prix? Alors, ce qu'ils veulent, c'est que les Africains acceptent le clan occidental et les positions occidentales. Ils veulent absolument une rupture entre la Russie, on l'a compris, mais pas seulement, la Chine. Ça fait des années qu'ils nous disent que les Chinois sont des colons en Afrique. Désolé de le dire, aujourd'hui, la Chine a construit des infrastructures qui sont durables et pour l'Afrique. Ça ne veut pas dire qu'elle le fait gratuitement, mais elle le fait au moins le travail, ce que l'Occident n'a pas fait. Puis surtout, il faut se rappeler une chose essentielle, c'est concurrence de la part des perdants. Les perdants, c'est l'Occident, qui donne des leçons tout le temps, mais qui n'a rien de produit de bon pour les Africains, et qui met en garde les Africains contre d'autres pays qui feraient peut-être pire qu'eux. C'est quand même énorme. Ça ressemble vraiment, étrangement, à un rattrapage. J'en veux pour preuve, la France a plus de 22 sommets France-Afrique qui n'ont rien donné. Les États-Unis viennent à peine de commencer à décrocher les sommets, alors que les Chinois sont déjà au moins une dizaine de sommets ou plus. Comme les Russes ont commencé, les Turcs ont commencé, 3-4 sommets, ça se multiplie parce que ces pays ont pris la part de leurs responsabilités. On doit travailler avec les Africains sans les mépriser, sans les prendre, ça a été dit tout à l'heure, pour des enfants ou pour des incapables ou des gens qui ne réfléchissent pas. Cette attitude rappelle tout de même qu'au départ, l'Afrique a été d'abord un terrain de jeu pour voler les hommes. Ils ont quand même créé l'esclavage de masse et industriel, et ensuite pour voler leur richesse et ensuite encore pour voler leur liberté et leur droit à se développer. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que l'Occident n'opère pas aujourd'hui un rattrapage minable en espérant acheter les chefs d'État africains et rallier à leur cause leur posture politique anti-russe et anti-chinoise? La réponse coule d'elle-même, évidemment qu'ils essaient de les acheter. Je vous adresse la même question, Papa Thiam. Est-ce qu'aujourd'hui, pour l'Occident ou même pour les grandes puissances, c'est de faire choisir un camp à l'Afrique? Oui, mais c'est-à-dire que, comme Gamal vient de le dire, c'est à la limite, c'est stupide. Parce que quand on pense que les autres sont stupides, c'est qu'on est soi-même stupide. Parce que l'esprit scientifique a l'âge de ses instruments de mesure. Et ces gens qui sont des bureaucrates devenus des politiciens me semblent avoir un esprit ascientifique. C'est tout sauf scientifique. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez régler un problème, vous devez faire un diagnostic, le diagnostic le plus précis que ce qui soit. Aujourd'hui, le vrai diagnostic, le vrai paradigme, c'est-à-dire le modèle de pensée qui doit orienter toute coopération avec l'Afrique, c'est de considérer que les chefs d'État africains auxquels les dirigeants occidentaux, orientaux et tout s'adressent ne représentent plus forcément les aspirations de leur peuple. Eux-mêmes, ils en sont tellement conscients qu'ils sont capables de défier les Occidentaux en ne votant pas, par exemple,
la résolution pour condamner l'Ukraine. Si c'était avant, il y a 10 ans, ça serait passé comme lettre à la poste. Mais je ne vois pas un seul président aujourd'hui qui est conseiller et qui voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qui se passe sur le terrain, qui est capable de vouloir donner l'impression qu'il est au service de puissances extérieures. Le seul problème, c'est que beaucoup d'entre eux ont été installés de cette manière-là, et aujourd'hui, ils sont obligés de ménager la chèvre et le chou en gagnant du temps, mais ultimately, pardon, excusez-moi, l'anglais, de manière ultime, définitivement, c'est la voix de leur peuple qu'ils vont finir par entendre. Donc, si une puissance étrangère, quelle qu'elle soit, veut vraiment préserver ses intérêts durablement en Afrique, il faut que cette puissance-là apprenne à comprendre comment conjuguer ses intérêts avec les intérêts des populations africaines qui n'accepteront plus de continuer de mendier en étant assises sur des tas de richesses. Et s'ils n'ont pas l'expertise, qu'ils s'appuient sur les expertises pertinentes, au lieu de penser qu'ils peuvent toujours faire de la diplomatie par proxy, en essayant de faire de l'exploitation par procuration. Ça ne marchera plus, et ça c'est un message qu'il faut que tout le monde comprenne. S'ils ne le comprennent pas, on va continuer avec toujours beaucoup plus de casse, jusqu'à ce que la situation devienne ingérable. Et à ce moment-là, ce sera un nouveau problème qui sera posé. J'aurai peut-être le temps de vous poser une dernière question. Gamel Abina, durant la guerre froide, la concurrence entre les grandes puissances, ou bien les deux blocs, on peut le dire, le bloc communiste d'un côté et le bloc impérialiste de l'autre, était idéologique. Mais cette concurrence aujourd'hui, elle est féroce, mais elle est sur quelle base idéologique justement ? Eh bien, à l'époque, vous avez bien fait de dire impérialiste, non pas capitaliste. J'aime beaucoup parce que les deux se mélangent en réalité. Oui, il y avait cette concurrence idéologique qui a pris son point d'orgue après la guerre froide, enfin au démarrage de la guerre froide de 1945. C'est une concurrence qui était liée au partage des richesses, soit ce qu'on appelait donc le tout État, donc le communisme, ou le marché libre ou l'ultralibéralisme occidental et américain. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, la concurrence se fait sur une ligne de fracture qui n'est plus vraiment idéologique, bien qu'il reste de l'idéologie. À l'Est, par exemple, l'État est toujours proéminent. Il contrôle toujours les grandes richesses. Il n'y a pas de privatisation du pétrole comme aux États-Unis. Les groupes militaires sont plutôt contrôlés par l'État. Mais surtout, à l'Est, il y a l'idée de se dire que les anciennes puissances qui ont été colonisées, la Chine par exemple, il faut s'en souvenir, considèrent qu'ils sont des peuples émancipés. Ce que ne sont pas les Américains ou les Occidentaux, qui étaient des peuples qui réduisaient à l'esclavage. Donc cette concurrence se fait sur l'idée de se dire, nous sommes les peuples du Sud qui avons subi, comme les Allemands 4 ans de nazisme quand même, et vous, nous comprenons ce qui vous est arrivé et nous voulons travailler avec vous parce que nous avons réussi nos développements. Puis j'ai envie de dire simplement, la Chine, parce que l'Occident dit toujours le développement passe par la démocratie, ce qui est un mensonge d'ailleurs. Même chez eux, c'est pas la démocratie qui les a développés. La Chine n'est pas une démocratie. Et pour autant, quand elle arrive en Afrique, elle parle à des dictateurs pour beaucoup, et elle leur dit, je vous donne pas de leçons. Comportez-vous bien, faisons de bonnes relations économiques, développons les pays, quel que soit le régime. Parce que l'objectif, finalement, ils ont à cœur, c'est quoi? Eh bien, c'est le bien-être des populations. Et si ça arrive, eh bien, tant mieux, j'ai envie de dire. Alors que les Occidentaux nous présentent la démocratie comme l'alpha et l'oméga de la réussite. Mais leur démocratie n'a pas empêché, par exemple, je viens de voir l'image d'Abiy Ahmed à votre image, par exemple, la tentative par les Américains de détruire l'Éthiopie en instrumentalisant le Tigré. Donc, ça vous dire un peu qu'il y a le discours de façade et dans les faits, des opérations sous faux drapeau, des opérations un petit peu de déstabilisation des pays, uniquement dans le but de garantir l'approvisionnement des Américains. On se rappelle en 1953, l'assassinat de Mossadegh. Très bien, merci Gamel. Je vous pose la même question, Papa Thiam, brièvement, s'il vous plaît, le temps commence à nous manquer. Vous savez, Gamel, la démocratie s'exprime par le respect des lois. Mais quelles lois? L'apartheid avait ses lois, l'esclavage avait ses lois, le nazisme avait ses lois. Donc quand des pays nous disent qu'ils sont démocratiques, parce qu'ils fabriquent des lois qui mettent hors la loi ceux qui sont contre le système d'exploitation, ça c'était peut-être un leurre qui pouvait passer, mais ça ne passe plus. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse en Afrique, c'est des cadres juridiques, des cadres législatifs, des cadres opérationnels qui permettent la participation du plus grand nombre d'Africains aux activités économiques et sociales auxquelles elles attachent de la valeur. S'ils ne peuvent pas venir dans ce credo pour discuter avec ceux qui représentent la jeunesse africaine, ils perdent leur temps, mais ils n'arriveront plus à faire ce qu'ils faisaient avant. Donc c'est la raison pour laquelle on dit démocratie et tout ça, l'idéologie projette la réalité la tête en bas. Quand on veut faire passer quelque chose, on crée une idéologie qui devient l'opium du peuple. Le problème, c'est que maintenant, les gens ont compris que l'opium dure le temps d'une anesthésie
locale. Et nous sommes devenus immunisés maintenant par rapport à ça. Très bien, merci Papa Thiam, mais merci aussi d'avoir pointé du doigt ce qu'il faut construire aussi en Afrique. Et merci à Gamel Labina, et merci pour la pertinence de vos réponses. Je vous donne, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce cap sur l'Afrique et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question.